Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Olympiennes et Olympiens, je suis désolé pour le retard pour cette vidéo. Normalement, elle tombe tous les matins. J'ai eu un souci sur YouTube qui est désormais réglé, je pense, vu que vous voyez cette vidéo-là. Je vais vous rajouter quelques petites actus sur la vidéo que j'ai préparée ce matin. Voilà, donc il y a le groupe, par exemple, des joueurs qui est disponible pour le match de ce soir. Et oui, nous sommes jour de match. Jour de match, l'Olympique de Marseille qui affronte donc Villarreal. J'espère que l'OM gagnera avant tout. Je ne serai pas en live ce soir, vu que je travaille. Avant de partir au travail, je vous fais cette courte vidéo en rajout de la vidéo ce matin. Je vais faire un court montage et je vous l'ai programmé. Je veux la mettre publiée sur YouTube. Les amis, donnez de la force, j'en ai besoin vu que là je remets la vidéo et c'est le soir. On va essayer de la remettre pour faire un petit test. Voilà, donc je fais un petit test pour savoir, pour voir vraiment si ça fonctionne bien, les amis. Avant cela, je tenais à vous souhaiter un bon anniversaire vu que je vais couper un passage de la vidéo de ce matin et je vous souhaite quand même un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 7 mars. C'est la Sainte, c'est la mi-carême, je crois, en plus. Voilà, donc pour ceux qui font le carême, bien sûr. Et on y va tout de suite, les amis? Allez, sur l'introduction. Let's go, cacao! Allez, on va sur quoi? Pas l'éphéméride, elle sera juste après, hein, vu que je l'ai faite ce matin. On va sur le groupe. Donc directement, voici le groupe, merci BOM de l'avoir relayé, de l'OM pour affronter Villarreal. On n'a que 18 joueurs si j'ai bien compté. Donc deux gardiens puisque Simon est blessé, Simon Nga par Tottenbury. Donc Lopez Blanco, les deux Espagnols. Mbemba, Klos, Balerdi, Soglo, Meite, Merlin. Il n'y a pas de Gigot blessé. Et pas de Gigot blessé, c'est tout. J'en ai oublié un. Murillo aussi blessé. Et je crois que c'est tout. Garcia, pas enregistré. Voilà, que j'oublie pas le tout. Ensuite, Aminarit, Asdounaï, Geoffrey Konobia et Jordan Vertou. Pas de Onana, pas enregistré. Pas de Pape Gay, pas enregistré. Pas de Rongier, toujours blessé. Voilà, j'ai fait le point, je crois, sur le milieu. Ensuite, les attaquants, Joaquin Correa, Luis Enrique, Ilman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Pemi Mumbagna et Ismail Assar. Donc, point de vue attaque, on est bien armé là, je trouve. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaquants. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs, mais par contre 4 milieux. C'est peut-être là aussi où la bataille va faire rage face à Villarreal. Mais je ne vais pas vous détailler tout cela, puisque je le détaille dans la vidéo juste après. Alors voilà les amis, le groupe, n'hésitez pas à me dire est-ce qu'il vous manque un joueur ou pas, c'est à vous de me le dire. J'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec un entretien de Pablo Longoria du côté de AS, le média espagnol. Voilà, j'aurais pu vous la mettre dans la vidéo de demain matin, mais je vous le fais maintenant. Voilà, quelques petites actus en plus. Pablo Longoria sur Marcelino, ex-entraîneur de l'OM. Je pense que l'accueil réservé à Marcelino ce soir ne sera pas très agréable, nous dit Pablo Longoria, et je pense la même chose. D'ailleurs, je vous relaye encore la chose tout à l'heure, vous allez voir. Ensuite, j'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec BOM toujours. Durant son séjour à Marseille et au Vélodrome, ce soir, Marcelino sera escorté par une sécurité privée selon RMC Sport. C'est tombé ce matin, je l'ai vu même avant de poster, d'essayer de poster ma vidéo qui n'est pas passée. Et apparemment, donc RMC Sport nous dit qu'il y aura une sécurité privée. Moi, je travaille dans la sécurité, pas en garde rapprochée, mais je pense que ça sera une garde rapprochée auprès de Marcelino, qui sera autour peut-être de son banc, peut-être, on ne sait jamais s'il n'y a pas un supporter, un striker ou quoi qui va vouloir rentrer sur le terrain et le bastonner. Voilà, surtout pas, surtout pas. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les supporters marseillais. Voilà, qu'on est toujours avec l'épée Damoclès sur le haut du crâne. Vaudrait mieux pas faire de bêtises ce soir. Déjà, il y a un virage nord qui est suspendu. Il y aura des enfants, je vais vous en parler après. Mais voilà, faudrait pas qu'on continue dans les bêtises. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On continue avec cette interview du côté de du côté de As, pardon. Longoria qui nous dit, après les 3 premiers matchs sous Jean-Louis Gasset, je peux le dire très clairement, je pense qu'on a l'un des meilleurs effectifs marseillais de ces dernières saisons. J'en suis pleinement convaincu. Après lui, il vient d'arriver il y a 3 ans. Donc les dernières saisons, il n'y en a que 3. Donc est-ce que c'est le meilleur, selon vous, le meilleur effectif marseillais depuis que Longoria est arrivé? Ou est-ce que c'est celui avec Sampaoli ou celui de l'année dernière? Donnez-moi votre avis sur cela. Et j'enchaîne avec quoi? Avec l'entretien un peu plus long. Voilà, là, il nous a mis beaucoup plus de choses, notre cher GP13. Je vais vous lire ça, voilà, et je vous donne un avis vite fait à la fin. Alors, on y va. Extrait de l'interview de Pablo Longoria du côté de As.
Avec Marcelino, nous avons pensé que donner plus d'ordre et de structure au style de marquage individuel de Tudor nous permettait d'avoir une structure qui pourrait porter ses fruits pour nous. C'est vrai, et c'est une critique interne très personnelle, on minimise l'impact du passage d'une idée à une autre, nous pensions que cela nous prendrait moins de temps, nous ne l'avons pas analysé en profondeur. Donc ce qui veut dire, c'est qu'ils sont un petit peu allés trop vite entre lui et Marcelino avant de l'engager. Voilà, il n'a pas vraiment regardé tous les points précis, il n'a pas regardé que les joueurs qu'ils étaient en défense, par exemple, ils jouaient à 3 depuis 2 ans, même si ça a beaucoup changé, je le sais. Mais voilà, donc il y a des habitudes qui se sont faites. Les automatismes n'arrivent pas tout de suite. Voilà, de jouer en 4-4-2 avec un jeu plutôt différent d'avec Tudor, totalement différent même, ça ne prend pas tout de suite. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas compris, lui et Marcelino. Pourtant, c'est des spécialistes du football, non? Tout le monde le dit. Allez, je continue. Je comprends parfaitement les raisons de Marcelino. En même temps, il a compris que mes raisons de devoir continuer en tant que président sont bien plus grandes que les siennes, car à ce moment-là, la responsabilité d'un président et celle d'un entraîneur sont complètement différentes. J'ai ressenti le devoir de responsabilité de faire changer les choses. Donc apparemment, il n'y a pas de brouille entre Marcelino et lui. Voilà, il a compris directement que Longoria, lui, il avait plus de poids sur les épaules et tenir un club comme l'OM, il devait peut-être prendre plus de pour et de contre plutôt que de partir la queue entre les jambes comme il a fait Marcelino. Et c'est peut-être pour ça qu'il est resté alors que Marcelino est parti. J'enchaîne sur Marcelino. Je crois que ce sera un accueil très basé sur des déclarations sorties de leur contexte, des déclarations futures après son départ, qui, je crois, n'ont pas été contextualisées. Je pense que ce ne sera pas un accueil très agréable, car ces propos n'ont pas été contextualisés, et je crois que certaines de ces déclarations ont été sorties de leur contexte. Oui, certes. Mais il a un petit peu dit des mensonges, hein, comme le fait que l'OM n'a pas gagné de trophée de titre depuis 20 ans. Voilà, donc fallait pas le dire ça, déjà. Fallait pas le dire à la base, renseigne-toi avant de le dire. Voilà, peut-être que d'autres choses sont sorties de leur contexte, mais moi je retiens ça et le fait que l'OM n'est plus un grand club et n'arrive plus à grandir, ne pourra plus grandir, je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je continue sur Gattuso. Alors, je bois mon café, vu que je viens de me lever et que je vais aller au taf. Je bois mon café et je vous envoie la vidéo juste après. Ah, il fait du bien celui-là. Sur Gattuso, c'est un moment compliqué. C'était un moment compliqué. Il faut contextualiser. Et oui, le contexte, très important. On ne peut pas analyser quelque chose du passé aujourd'hui. Le club avec Gattuso vient d'une situation dans laquelle les dirigeants font un pas vers une équipe dans laquelle on peut voir si les conditions nécessaires existaient pour pouvoir travailler le mieux possible dans un club de football. C'est ce que pensait Javier Ribalta, ancien directeur sportif. Dans ce contexte, c'est très difficile pour un entraîneur de venir ici. C'est la réalité. Je remercierai toujours Gattuso, excusez-moi, pour le courage et la détermination dont il a eu besoin pour traverser ces moments difficiles et pour l'énergie qu'il a transmise à tout le monde au sein du club. L'arrivée de Gattuso a donné de l'énergie à toutes les personnes en contact avec l'équipe et cela, personne ne peut le nier. Donc ce qui veut dire, c'est que l'énergie qu'a apporté Gattuso, elle est restée et c'est finalement Jean-Louis Gasset qui en profite peut-être. Allez, j'enchaîne derrière. Sur les entraîneurs, en parlant de Sampaoli et tous les restes. Sampaoli part en juin et décide de partir en juin, alors que nous préparons la pré-saison. Sampaoli a envoyé quelques signes avant-coureurs et de nervosité. Nous sommes allés au Brésil chez lui pour en parler. Nous avons essayé de planifier toute la saison avec lui. Il a décidé de partir et nous avons eu un week-end pour recruter un coach. Tudor a alors opéré un énorme changement, réussissant à établir une culture du travail extraordinaire. Et nous avons signé Marcelino. Changer d'entraîneur en une saison est très difficile et puis le choix n'est pas très grand. Une fois que nous, en tant que club, avons décidé de changer pour la deuxième fois, ce dont nous avions besoin, c'est de calme, d'unité, de cohésion pour essayer de terminer la saison de la meilleure façon possible. La prochaine étape consiste à définir le modèle que nous souhaitons. Ça, c'est avant qu'il fallait faire. Tu l'avais dit en plus avant. Tu l'avais dit, tu voulais avoir de la continuité. Et avec ton Marcelino et le jeu rock'n'roll, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais là, ce que je vois, c'est que tu ne précises pas pourquoi Tudor est parti. Là, il passe de Sampaoli, on ne comprend même pas pourquoi il est parti, parce qu'apparemment, lui, il voulait plus d'ambition. C'est ce qu'on avait compris plus ou moins avec les médias qui l'ont relié. Et Tudor, on n'a même pas de réponse sur cela. On n'a même pas de réponse dans ce qui est dit là. Allez, je continue et on va terminer peut-être sur, sur Jean-Louis Gasset. Allez, on termine sur Jean-Louis qui a mis la casquette aujourd'hui, j'espère.
Ce fut une décision difficile car le respect personnel et professionnel de notre part pour Gattuso est maximum. C'était difficile de lui dire au revoir. Au revoir. Je pense que c'est la bonne décision de penser à Jean-Louis Gasset pour une raison. Après ces 3 premiers matchs, je peux le dire très clairement, je pense que nous avons l'une des meilleures équipes marseillaises de ces dernières saisons, comme je vous l'ai dit avant. J'en suis pleinement convaincu. Je pense qu'avant, il n'y avait pas certains éléments nécessaires pour pouvoir fonctionner en équipe. Ces éléments sont premiers, l'humilité, la générosité et l'engagement. Gasset n'est pas qu'un père, ou un grand-père, ou un tonton, tout ce que vous voulez. Le travail de terrain et ses collaborateurs, ainsi que sa manière de gérer le groupe, connaissant les particularités du joueur moyen que nous avons, il a su trouver les méthodes footballistiques et psychologiques pour faire valoir ces valeurs dont je parle et qui n'existaient pas dans le groupe, dans le groupe s'est réuni. Voilà les amis, l'entretien, pas tout en longueur, mais une bonne partie, peut-être la plus importante j'espère, du côté de As. Merci à GP13 de nous l'avoir relayé. Et pour terminer, pour ce soir, pour se donner de la force les amis, voilà, toute la France doit supporter l'OM ce soir. Absolument, l'OM représente la France ce soir. Bien sûr que le pays entier retient son souffle, nous dit BOM. Voilà les amis, j'espère que vous serez tous et toutes et tous derrière l'OM ce soir. J'espère que ça se passera bien. Je vais vous laisser sur quoi? Sur la vidéo juste après. Je vous fais un court montage. Il y aura une petite transition maintenant quand elle va arriver, quand je vais terminer. Merci à tous. Vive le foot, ça bâche foot. Et allez l'OM, c'est pas terminé la vidéo. Regarde la suite. Et mets un like et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao. Et un commentaire. Ciao, ciao, ciao. Alors je vais couper. Et on va sur quoi? On va sur l'éphéméride. Et aujourd'hui, nous avons un joueur de l'OM actuel, qui n'est pas titulaire, qui est surtout dans l'équipe 2, c'est le gardien Jelle Van Neck qui a 20 ans aujourd'hui. Alors je vous montre cette vidéo de l'année dernière, c'était pendant la Youth League contre le Francfort. Regardez bien, c'est un gardien et il a marqué un but. Voilà, c'était particulier de souvenir de la tête. Voilà, vous l'avez vu en orange, il marque le but. Merci à Toplu pour la vidéo. Regardez encore une fois, je vous le remontre. La petite patte gauche, le centre, la tête et le but. Pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui un but de Paul Lopez? On peut y croire les amis. Allez, j'enlève ça et on passe sur la vraie éphéméride. Il y a beaucoup de joueurs olympiens qui sont nés donc le 7 mars. Encore bon anniversaire, hein, toi si tu es né le 7 mars. Donc il y a Jelle Van Neck, Kanga Akale, qui est né en 1981 comme moi. Donc il a 43 ans avant moi, bien sûr, je suis né le 27 juin. Donc Kanga Akale, 43 ans, bon anniversaire à toi. Robert Barellas, qui aurait 80 ans, oui, pile. Voilà, bon anniversaire à toi Robert. Atem Ben Arfa. Tiens, il est né le 7 mars, je ne savais pas. Et donc, il a exactement 37 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à toi, Athème. Gérard Bernardet, Éric Decroix, Mathieu Flamini, formé à l'OM et parti du côté d'Arsenal, qui est devenu milliardaire en créant une boîte ou en investissant plutôt dans la biotechnologie. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il a fonctionné bien pour lui. Il est milliardaire maintenant. Mathieu Flamini, bon anniversaire à toi, Mathieu. Albert Gili, Milos Kristic et Florian Moulet. Voilà, bon anniversaire à toutes ces personnes-là et encore bon anniversaire à toi. Allez, on va arrêter avec les anniversaires et on va sur la rencontre. Après-demain, plutôt demain puisqu'on est jeudi. Jeudi, donc vendredi, demain, débrief de l'OM Villarreal ensemble. On sera sur Twitch et sur YouTube, ici aussi. Voilà, nous sommes qu'à 14 likes. Est-ce qu'on peut monter, essayer de battre le record de la dernière fois? On était à 40 likes en début de live. Hein. Je ne parle pas en fin de live. Je parle en début de live. On était à 40 ou 41, je crois. Est-ce qu'on peut le battre? C'est à vous. Allez, mettez un petit like sur la vidéo, donc le live de demain, débrief OM, je l'ai appelé Villarreal Europa League, 8e de finale. Pour l'instant, on ne sait pas les résultats, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai mis pour l'instant Gasset et Léo Ballardi, OM Villarreal, le petit débrief en rouge. N'hésitez pas et mettez votre pronostic si vous avez envie de faire comme Patrick, 2-0 pour l'OM, ce serait franchement un bon résultat. Allez, donnez de la force comme dans cette vidéo-là. On enchaîne maintenant avec l'actualité et on parle de quoi? Le joueur du mois de février a été élu du côté de l'OM et c'est Aubameyang, encore une fois. Voilà, ça fait 2 ou 3 fois, je crois, depuis le début de saison. Il a marqué lors du mois de février 4 buts et 2 passes décisives. C'est le record historique de nombre de buts en Europa League aussi. On en a parlé hier avec 31 buts marqués. Quel mois de février pour monsieur Aubameyang, le Gabonais? Et ça pourrait être lui, l'heureux élu, pour être notre héros de ce soir. On va aller voir d'ailleurs ce qui le concerne sur la rencontre et l'affiche
l'affiche, la une de l'équipe aujourd'hui, regardez, ça se met en lien en mode de film horreur des années 90. Souviens-toi l'été dernier. Est-ce que vous vous en souvenez de ce film-là? Je vous ai mis un petit texte là, regardez. Jour de match, OM Villarreal, la une de l'équipe, en mode film d'horreur, avec le petit Marcel dans le rôle du tueur. Et oui, parce que le tueur sur l'affiche originale de Souviens-toi l'été dernier, il était en rouge. Et c'est Marcelino qui est en rouge. Et Aubameyang est à celui de Jennifer Love Hewitt, c'est l'héroïne du film. Donc Aubameyang sera peut-être le héros de la rencontre, on le voit en plus gros devant. Voilà. Est-ce que vous avez connu ce film-là? Dites-moi si vous avez connu ce film-là et qu'est-ce que vous en pensez de Jennifer Love Hewitt. Allez, on enchaîne maintenant avec du sérieux, avec les supporters marseillais. Demain, ils seront, ou plutôt ce soir, j'oublie à chaque fois qu'on est le matin, ils seront environ 57 000 supporters sont attendus demain au Vélodrome pour le match contre Villarreal. Il y aura aussi dans le virage nord, vous le savez très bien, l'UEFA a accepté la demande du club olympien de mettre en place des petits jeunes voilà, qui garniront une partie du virage nord. Il y aura environ 5 000 jeunes, 5 000 minots qui donneront de la voix, j'espère. Voilà, ça fera plaisir d'entendre les voix aiguës d'un côté, et de l'autre côté, on aura le aux armes grave et l'autre côté aigu. Voilà, donc 57 000 environ. Et est-ce qu'il y aura des Espagnols? Il n'y en aura pas beaucoup. Donc Villarreal, selon OM le réseau, Villarreal n'aurait pas fait le nécessaire pour organiser le déplacement de certaines associations de supporters ont été refroidis par la réputation des Marseillais, craignaient l'ambiance de la ville et du stade. Derrière, combien de supporters selon vous seront là ce soir? Je vous le donne dans le mille, regardez le chiffre. Eh ben c'est 16. 16 à peine. Alors je montre le texte. 16 supporters de Villarreal sont attendus ce soir au Vélodrome. Ça fait très très peu. Voilà, comme certains disent, je l'ai lu les messages, c'est pour ça qu'on était en bas. Certains disent, ouais, pourquoi pas à 3-4 voitures, c'est bon, ça suffirait. C'est vrai que 16, ça fait pas beaucoup. 16, ça fait vraiment pas beaucoup. Allez, on enchaîne maintenant avec les supporters. Non, on enchaîne directement avec quoi? Avec la conférence d'avant-match d'hier. Voilà. Donc comme ça, on en parle vite fait. Quentin Merlin qui nous parle de l'ambiance dans le groupe. Dans le groupe, hein, pas les supporters. Et il nous dit, la joie est présente, les sourires aussi. Je rigole avec Oba à la fin du match contre Clermont où je voulais marquer. Mais tant qu'on gagne, ça ne me dérange pas de ne pas marquer. Mon premier but, forcément, oui, je l'attends. Quentin Merlin nous répond, le piston gauche qui était avec Jean-Louis Gasset lors de la conférence de presse d'hier. Voilà, donc il nous a livré ce message-là. D'autres petites réponses qui sont pas très très pertinentes. Juste une seule concernant Marcelino. Et justement, on va aller directement sur Gasset qui en parle. On ne parle pas de Marcelino. Et il a répondu la même chose. Voilà, Quentin Merlin, il a dit, c'est pas vraiment important. Franchement, on n'en parle pas plus que cela. Personnellement, on ne joue pas contre Marcelino, on joue contre le Villarreal. Et là, derrière, Gasset nous dit la même chose pratiquement. Personnellement, j'en en parle pas. Je n'étais pas en France quand il était ici. C'est quelqu'un de respectable. Son équipe est bien organisée. Demain, on fera le maximum pour contrecarrer tout ça. Voilà, donc ils veulent parler plutôt de l'équipe que de Marcelino. Faut pas se concentrer juste sur une personne. Voilà, donc nous, supporters, oui, je veux bien. On va sûrement... Moi, je vais être derrière l'écran, peut-être à l'insulter, rigoler de cela. Si ça fonctionne bien pour nous, surtout, on va le chambrer un petit peu. Mais au-delà de ça, les joueurs, je pense pas qu'ils vont venir l'insulter, le chambrer et tout. Je sais pas. À moins qu'il y ait des joueurs qui ont eu des petits problèmes avec lui, je ne sais pas encore. On verra bien pendant la rencontre comment ça va bien se passer ou mal se passer avec Marcelino. En tout cas, les supporters, calmez-vous. Hein. N'oublions pas qu'on est toujours avec une épée de Damoclès sur le haut du crâne, à l'extérieur surtout. Voilà, à l'extérieur surtout, parce que s'il y a un fumigène qui est déployé du côté du Villarreal au match retour, n'oublions pas, eh ben, on peut être suspendu de tout déplacement. Vous pouvez être suspendu, parce que moi, j'y vais pas, malheureusement. Allez, j'enchaîne avec Gasset qui nous répond quoi? Jean-Louis Gasset qui nous dit quoi? Depuis que je suis là, les supporters, en parlant des supporters, nous ont pas lâchés. Ils savent que si on fait ce qu'il faut, c'est un vrai plus. Et ce public est spécial en Coupe d'Europe. On a envie de leur donner du plaisir. Et oui, tout à fait. Voilà, il faut répondre présent. Jean-Louis Gasset qui nous parle de quoi maintenant? Le football est une fête, encore des supporters. Suspendre une tribune, c'est une aberration. Il parle de la suspension du virage nord par rapport au craquage de fumigène. Un stade c'est plein, il y a de la joie, de la communion. On veut mettre des petits, bravo pour l'initiative, mais suspendre toute une tribune pour un fumigène, c'est aberrant. Je suis d'accord, hein, si c'est qu'un fumigène, c'est aberrant. Comme je vous l'ai dit, l'UEFA, s'ils veulent du pognon, qu'ils prennent, qu'ils donnent une amende, une grosse amende s'ils veulent. Bon, je ne vais pas dire 2 millions non plus, mais une amende au club. Voilà, et les supporters, ils restent. Tant que c'est bien encadré, qu'il n'y a pas eu d'accident,
Moi, je trouve que c'est pas logique qu'on punisse autant les supporters. Et derrière cela, bah, c'est le football qui en paye le prix. Finalement, quand on va être devant l'écran, on va voir un virage qui sera vide et de l'autre côté, ça sera plein. C'est mauvais aussi hein, pour le business. Allez, on enchaîne derrière avec quoi? Jean-Louis Gasset qui nous dit quoi? Il nous dit, laissons le ballon à l'adversaire, ce n'est pas ma tasse de thé. On lui a posé la question. Marcelino et Villarreal en ce moment, surtout depuis qu'il est là, Marcelino, ils laissent le ballon à l'adversaire ou plutôt ils ont une possession de balle qui est inférieure à 50%. Là, sur les derniers matchs contre Real Sociedad et contre Grenade, ils avaient un peu plus, ils avaient presque 50%, mais contre la Real Sociedad, ils avaient 30% environ. Donc c'est une équipe qui laisse un petit peu le ballon à l'adversaire et qui se met bien en ligne de 4, deux lignes de 4 et derrière deux attaquants, et ça contre, et ça contre, et ça contre. Un petit peu comme on avait vu en début de saison. Voilà un jeu qu'on n'a pas aimé, nous, du côté de l'OM, avec Marcelino, qu'on n'a pas eu le temps vraiment de voir jusqu'au bout, parce que finalement, il n'est pas resté assez longtemps. Et du côté de Villarreal, pour l'instant, ben, ça commence à fonctionner maintenant. Voilà, c'est dommage que ça fonctionne juste avant qu'ils nous affrontent, parce que ils vont être aussi en forme contre nous que nous contre eux. Allez, j'enchaîne. Si Villarreal laisse le ballon, ça me va, je serai content. Voilà, donc non, je n'avais pas tout lu, excusez-moi. Laisser le ballon à l'adversaire, ce n'est pas ma tasse de thé, je préfère que nous l'ayons. Face à Clermont, on n'a pas tout bien fait, on avait la maîtrise du jeu, il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs, on a fait une tactique simpliste, on a retrouvé de l'efficacité. Si les Villarreal nous laissent le ballon, ça me va, je serai content. Voilà ce qu'il nous a répondu concernant le jeu spécial de Villarreal. Justement, derrière, il nous parle de quoi? Des clés du match. Le maître mot sera intensité, efficacité. Techniquement, ils sont très forts et très habiles, des attaquants efficaces entre la Sociedad et Grenade. Ils se sont mis dans la bonne dynamique. Il faudra leur faire sentir qu'on a des arguments, de l'expérience des joueurs qui savent ce que c'est la Coupe d'Europe. Voilà. Comme il avait dit hier Robert Pires, c'est une équipe qui aime le beau jeu. Voilà, là, ils ont un ADN dans l'histoire de Villarreal. Ils ont un ADN de voir du beau jeu plutôt qu'un jeu, ben, je sais pas, le kick and rush à l'anglaise ou quoi, ou qu'est-ce. Et ils ont des joueurs qui sont quand même forts techniquement, surtout au milieu de terrain, voire en attaque, même derrière. Voilà, c'est des joueurs quand même de la Liga, c'est des joueurs espagnols, ils ont un certain niveau. Ils ont gagné, n'oublions pas, l'Europa League il y a 3 ans. Donc, il faudra faire attention à cela et essayer de ne pas se faire dépasser. Et on va voir un petit peu quel sera notre compo pour voir si on arrivera à les contrecarrer. Jean-Louis Gasset a l'air plutôt optimiste justement concernant la présence de Jordan Verretou contre Villarreal. Un dernier test sera fait lors de la séance en fin de journée. C'était hier, donc le test a été fait hier soir. Et est-ce qu'on a une bonne nouvelle, un bon retour? Je vous dis que oui. Normalement, il sera là, Jordan Verretou, comme Geoffrey Kondogbia. Et on va enchaîner justement avec quoi? Avec les compos. Non, pas tout de suite. D'abord, la dernière phrase de Jean-Louis Gasset qui nous dit « Prendre une option, comme je vous l'avais dit hier, hein, prendre une option conséquente dès le match aller. On ne va pas dire de score idéal, mais on veut prendre une option sur le match. Pour cela, il faudra jouer. » Donc, il veut dire il faudra gagner la rencontre ce soir. Et moi, je vous ai dit... Un score de 2 buts d'écart, j'aimerais bien. Voilà, ça me conforterait un petit peu pour le match retour. Parce que comme il a dit Robert Pires, s'ils sentent qu'ils ont l'occasion de revenir dans le match retour, ils vont mettre le feu. Voilà, je pense que ça peut se passer comme ça. Et moi, à mon avis, deux buts d'écart, ça serait le bon résultat. Après, si c'est 3, c'est encore mieux. Si c'est 4, c'est encore mieux. Un but d'écart, je le prends quand même. C'est une victoire, on a un avantage. Mais je serai dans la crainte quand même. Je serai quand même dans la crainte. Et vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Allez, j'enchaîne. J'enchaîne maintenant avec les compos, les amis. On y va, let's go. Alors, Marseille-Villarreal. Donc, l'OM qui joue en 4-3-3. Voilà, donc il nous a implanté cela. Pourquoi? Parce qu'il veut remettre Ismail Assar qui est en forme. Il veut remettre Aubameyang sur le côté gauche qui était plutôt pas mal. Et Ndiaye qui joue un petit peu dans l'axe, qui recale dans le jeu. Et finalement, ça se retransforme en 4-3-1-2 ou alors en 4-4-2. Voilà, c'est pas vraiment un 4-3-3, c'est presque un 4-4-2 losange ou diamant, comme vous le voyez là. Là, il est plutôt bien placé pour dire 4-4-2, on va dire oui, puisque Ndiaye est plus bas. Mais on peut le penser aussi que c'est un 4-3-3, parce que Ndiaye, parfois, il est même devant. Donc, nous avons Paul Lopez au gardien, Quentin Merlin à gauche, Balerdi dans l'axe avec Mbemba. N'oublions pas, Gigot est absent, on va parler des absents après. Chancel Mbemba dans l'axe, Jonathan Klaus à droite, Amin Harit, Verretou et Kondogbia. Donc, c'est peut-être notre meilleur milieu, avec un Kondogbia en rôle de pieuvre récupérateur qui va tout faire pour récupérer, ratisser le maximum de ballons et les donner comme il faut avec son jeu long ou avec son jeu court. Avec sa technique, il peut faire aussi la différence. Mais surtout là, pour récupérer et pour faire la police, le policier devant cette défense, Balerdi et Mbemba qui sera très forte aussi, je l'espère encore une fois. Amin Harit qui sera lui le joueur
caution offensive, c'est-à-dire presque un deuxième numéro 10 avec NDI, un cran plus bas, un système de relayeur offensif, on va dire, pour le dire plus court. Et Verretou, de l'autre côté, sera plutôt le box-to-box aussi de l'autre côté, ou plutôt le meneur de jeu un petit peu reculé, vous voyez ce que je veux dire. Donc Verretou sera là aussi pour jouer sur le jeu court, jeu long, très très fort dans le jeu long, surtout Jordan Verretou, et qui sera là pour aider aussi, pourquoi pas, Kondogbia dans le jeu défensif. Voilà, plus que Amin Harit, même si Amin Harit, sur le dernier match contre le Clermont, regardez bien le deuxième, troisième ou quatrième but, je sais plus tellement qu'il y a eu des buts, il récupère un ballon très très bas sur le terrain, aux alentours du milieu de terrain, on va dire, parce que normalement il est dans la tranche supérieure, et il le donne à... alors je sais plus c'est lequel de but. Ah, Jonathan Klaus, c'est le but de Jonathan Klaus. Il le donne donc à Ismail Assar dans l'axe, et Ismail Assar qui décale Jonathan Klaus. Donc c'est sur le but de Jonathan Klaus. Il récupère le début de l'action, le ballon. Amin Harit, c'est lui qui fait l'effort. Voilà, on n'était pas habitué à cela avant qu'Amin Harit vienne faire les efforts pour récupérer le ballon dans les pieds des adversaires. Il le donne à Ismail Assar qui décale. Donc c'est très important. On a un rôle de milieu de terrain avec 3 joueurs qui sont là pour ratisser le maximum de ballons, avec peut-être différence pour Harit et Verretou. Mais en tout cas, ça fonctionne bien pour l'instant. Espérons que ça fonctionne bien face au 4-4-2 habituel de Marcelino, comme vous pouvez le voir, avec Pepe Reina, le gardien, Bailly, ancien Marseillais, Eric Bailly qui est là, Cuenca, Alberto Moreno, l'ancien Liverpool, je crois. Mosquera, Baena, attention à lui, Baena, il a des stats, je crois que c'est 7 ou 8 ou 9 passes décisives depuis le début de saison. Coquelin, Francis Coquelin, français. Comezana, qui a marqué un doublé il n'y a pas si longtemps contre la Real Sociedad, il me semble. Akomash, attention à lui aussi, très bon techniquement, mais pour l'instant, il était souvent remplaçant sur les derniers matchs. On va voir s'il est bon, donc ce soir, s'il est titulaire. Gonzalo Guedes et mince, c'est quoi ça? Gérard Moreno, je crois que son prénom. En tout cas, la défense, pour l'instant, elle est un petit peu... Voilà, il y a des absences, Bailly ne devrait pas être titulaire. L'attaque, ça va se jouer entre Gonzalo Guedes et un autre joueur qui est sur le banc, c'est Sorlot. Sorlot qui est en grande forme. Je vais vous montrer tous les joueurs qui sont en forme après, dans les stats. Voilà un petit peu la compo de Marcelino. Du côté des absences, du côté de l'OM, on a Simon Ngampato Etenbu, on a Samuel Gigot, Murillo qui est blessé presque jusqu'à la fin de saison, on avait dit 3 mois dernièrement, Bilal Nadir jusqu'à la fin de saison out, Valentin Rongier qui va revenir, on en a parlé hier dans la vidéo. Je vous conseille, regardez dans le petit point qui apparaît, vous avez toutes les nouvelles de tous les blessés. Ulysse Garcia, qui lui est pas enregistré sur la liste de l'UEFA. Pape Gueye, pareil. Et Jean Onana, non inscrit aussi dans la liste de l'UEFA. Suspendu au prochain match, on va en parler juste après. Il y a Jonathan Klaus et Gigot. Bon, Gigot est absent. Il y a juste Jonathan Klaus. Concernant la compo de la Provence, voilà, est-ce qu'elle est différente? Je regarde. Balerdi, Merlin, Verretou, Kondogbia, Harit, Sarr, Aubameyang, Ndiaye. Elle est positionnée différemment, mais c'est la même. C'est la même. Donc vous en pensez quoi? Je vous demande des deux, c'est les mêmes. C'est les mêmes compos. Donc choisissez pas l'une ou l'autre. Mais je vous demande quand même, est-ce que vous aurez fait un changement, les amis, ou est-ce que vous aurez mis la même compo? N'hésitez pas dans les commentaires à répondre. Allez, concernant justement les suspendus en cas de carton jaune, le risque de suspension pour ce OM Villarreal, c'est Joe Klos qui sera suspendu en cas de carton jaune minimum ou carton rouge. Ben oui, il sera suspendu au retour en cas d'avertissement. Donc il ne faut pas qu'il prenne de carton jaune, Jordan Verretou, parce que n'oublions pas qu'on n'a pas de Murillo, on n'a pas de remplaçant. Après, le dernier match, ou l'avant-dernier match plutôt qu'on avait fait avec Gasset qui avait mis en place Mbemba en latéral droit et Sarr sur le couloir droit en piston, voire offensif, ça avait bien fonctionné. Donc, si vraiment Jonathan Klaus prend un carton jaune, je touche du bois, oui c'est du bois, pour qu'il ne soit pas suspendu, et ben on aura cette option-là. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Avec la réponse de Marcelino lors de la conférence de presse qu'il a eue hier au Vélodrome. Donc Marcelino sur son retour à Marseille. Quand je suis arrivé ici, c'est comme si c'était hier. Je n'ai pas réfléchi à ce qui m'attend. J'ai eu la chance d'être coach dans cette ambiance formidable et je vais avoir la chance de les découvrir en tant que rival. Donc là, c'est plutôt sympa envers les supporters. Il a dit que voilà, c'est vrai qu'il y a une ambiance formidable dans le Vélodrome. Derrière, il nous répond, là, ce qui est marqué en rouge. Quand je suis arrivé ici, j'aurais bien aimé que mon contrat se termine de façon normale, mais il y a eu des circonstances qui m'ont empêché cela. Je me concentre sur le présent. Le passé est une histoire vécue de laquelle on apprend toujours des choses.
Voilà, donc si vous voulez dire peut-être, est-ce qu'il voulait pas dire par exemple qu'il a appris les choses par rapport à Pablo Longoria, qu'il a lâché? Parce que n'oublions pas, Pablo Longoria devait le suivre, et il n'a pas suivi. Donc est-ce qu'il y a des bises entre eux? Est-ce qu'ils vont se faire des bises justement? Ou est-ce qu'ils vont se mettre un coup de poing en se rencontrant? Voilà les amis, la réponse de Marcelino, je vais pas m'attarder sur lui, n'hésitez pas à l'insulter comme vous voulez, ou quoi, ok, c'est vous qui voyez, mais changez les mots, comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre enculé, vous mettez avec un H au lieu du C par exemple, ou un K par exemple. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec les stats du match. Allez, les stats de StatOMP, merci à toi pour les 13 stats de la rencontre. Je vous les lis assez vite. Donc 15 à 30. Le deuxième quart d'heure est le plus prolifique pour l'OM en Europa League cette saison, avec 7 des 19 buts olympiens ont été inscrits dans cette période. Ok. Donc entre la 15e et 30e minute, peut-être qu'on aura des buts. Ensuite, 3 buts marqués par match de l'OM en C3 cette saison. C'est le tarif moyen des Olympiens au Vélodrome en 4 rencontres. On voit une petite tête avec un coup de poing dessus. Donc l'OM au Vélodrome en 4 rencontres, il marque 3 buts minimum. Voilà, c'est le tarif moyen des Olympiens au Vélodrome. Allez, on enchaîne. Deuxième, l'OM dispose cette saison de la deuxième meilleure attaque en Europa League avec 19 buts inscrits. Après Fribourg, 20 buts, très loin devant Villarreal, 9 buts. Donc on a marqué 10 buts de plus que Villarreal. Klose et Harit sont les meilleurs passeurs décisifs de la compétition avec 5 passes décisives chacun. C'est bien, parce qu'on a Aubameyang qui est meilleur buteur en plus. 66% à domicile, l'OM remporte 66% de ses matchs en C3. Donc ça fait du 3 sur 4. Ça fait du 3 sur 4 environ, ou du 2 sur 3. 2 sur 3 plutôt. Du 2 tiers. Au Vélodrome, 0. Au Vélodrome, que l'OM mène le premier ou qu'il soit mené, il n'a jamais perdu à domicile cette saison en 17 confrontations, toutes compétitions confondues. Donc 17 rencontres au Vélodrome, pour l'instant, c'est une entre imprenable. Voilà. Gasset, avec 12 buts inscrits au cours de ses 3 premiers matchs, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur olympien qui réalise le départ le plus tonitruant de l'histoire depuis Raymond La Science Gothals. En 1990-91, ils avaient marqué l'OM à cette époque-là, 13 buts en 3 rencontres. Donc pour l'instant, il n'a pas battu. Peut-être que Gasset, ce soir, l'OM va marquer 5 buts et il passera devant Gothals sur 4 premiers matchs. Peut-être. PEA est le meilleur buteur de la compétition cette saison avec 7 buts inscrit. Il est aussi l'attaquant le plus précis devant le but adverse avec 11 tirs cadrés. Donc sur 11 tirs cadrés, il a marqué 7 buts. Après, je ne sais pas sur combien de tirs, mais en tout cas, il marque des buts. C'est ce qui nous intéresse. Je veux que tu marques un but, Aubameyang. Allez, fais-nous plaisir. Tu as été élu le meilleur joueur de février. Pourquoi pas le meilleur joueur de mars? Allez, on enchaîne. 27 sur 31. Aubameyang est un droitier presque exclusif, ayant inscrit 27 de ses 31 buts en C3 du pied droit, 2 du pied gauche, 2 de la tête. Alors moi je vais vous dire, ce soir je sens bien qu'il met un triplé. Il va mettre un des pieds droits, un du pied gauche, un de la tête. Voilà, pourquoi pas. Allez, 38,4 avec Villarreal. Marcelino totalise 38,4 de victoire en 38,4% de victoire en 13 confrontations, toutes compétitions confondues. Avec l'OM, c'était 42,8%. Donc il n'a pas des belles stats avec Villarreal. 41,7% en 12 confrontations contre des clubs espagnols en C3. L'OM en a remporté 5, soit 41,7% de ses duels, 2 matchs nuls et 5 défaites. Donc on a un ratio équilibré, puisqu'on a fait 5 victoires, 5 défaites, avec 2 matchs nuls. Les matchs nuls, c'est nul d'un côté, nul de l'autre. Donc on partage, et on partage les 5-5. Donc ça va se départager ce soir. Est-ce que l'OM partira devant les Espagnols, ou sera derrière, ou au milieu? On ne sait pas. 0. L'OM n'a plus perdu un match d'Europa League au Vélodrome depuis le décembre 2018, soit 7 confrontations, 4 matchs nuls, 4 victoires, 3 matchs nuls. Et derrière, la dernière stat, c'est Serdar Gozubuyuk. J'en ai parlé hier. L'OM a déjà gagné avec Serdar Gozubuyuk au sifflet contre Braga au Vélodrome lors de la saison 2017-2018. 3-0. Il arbitra un club français en Coupe d'Europe pour la 5e fois. 3 victoires et une seule défaite. Voilà les amis, les stats qui sont tombés. Maintenant, on va partir sur les joueurs qu'il faudra faire gaffe ce soir. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous donner mon petit prono. Voilà, juste avant de terminer la vidéo parce qu'il reste encore 5 minutes quand même. Mon prono, j'avais dit 3-1 je crois. Allez, je reste sur le 3-1. Donnez-moi votre prono dans les commentaires. 3-1 les amis. Allez, on enchaîne avec les joueurs. Attention, les joueurs à lui. Regardez, les amis, regardez, attention à lui. Sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers matchs qu'il a joué, il a marqué 6 buts.
tout simplement 6 buts et 2 passes décisives. Et sur les 2 dernières rencontres et les 2 dernières victoires avec beaucoup de buts marqués de la part de Villarreal, il a marqué quand même 4 buts. Donc attention à Alexander Sorloth, c'est un joueur assez costaud. Donc pour la défense marseillaise, ça va être compliqué de le prendre. Il fait 1m95, c'est pas un petit gabarit. Voilà, donc Alexander Sorloth, en plus que l'OM avait pisté, l'OM visé en début de saison. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était dans les rumeurs. Donc lui, attention au Norvégien de Villarreal. Et je vous ai dit, il sera en concurrence avec Gonzalo Guedes. Et Moreno sera titulaire. Moreno, c'est pratiquement pas une légende, mais c'est un grand joueur de Villarreal. Allez, j'enchaîne justement avec Gonzalo Guedes, qui lui aussi a marqué lors de ses 2 derniers matchs. Il a marqué avec un but contre Villarreal, contre Grenade, pardon, et une passe décisive plutôt contre Real Sociedad. Lors de ses 6 derniers matchs, il a marqué 2 buts, 2 passes D. Voilà, c'est un joueur qui on peut dire en forme aussi. C'est pas un grand buteur non plus, lui non plus. Mais quand même, voilà, faut dire que sur les 2 dernières rencontres, il a des stats. Attention à lui aussi, les amis, que ce soit lui ou l'autre, ou même Gérard Moreno, c'est des joueurs quand même de qualité. Et derrière, le dernier que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Alex Baena. Attention à lui sur les 2 dernières rencontres aussi. Pareil, il a des stats, 2 passes décisives. Et regardez, sur les 7 dernières rencontres, c'est 4 passes décisives. Donc c'est un joueur qui a un ratio quand même assez intéressant de 9 passes décisives depuis le début de saison, toute compétition confondue, depuis 25 matchs environ, je crois. Et ben, attention à Alex Baena. C'est un milieu de terrain excentré. Allez, j'enchaîne avec quoi, les amis? On enchaîne avec de la vente OM. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une vente du club olympien, les amis? Allez, Thibaut Vizirian qui nous relaye quoi? Qui nous relaye qui? Qui nous relaye Moued Madjoub. Vous vous en souvenez de lui? Vous vous en souvenez pas de lui? J'avais relayé plus ou moins ses tweets et tout le bordel qui nous parlait de l'OM qui allait être racheté par le PIF et l'AC Milan. Et là, dernièrement, il nous dit quoi? Le proche du gouvernement du PIF saoudien, Moed Madjoub, vient d'informer LinkedIn que le PIF allait prendre des parts du Milan AC. De l'AC Milan. C'est aussi lui qui avait confirmé le rachat de l'OM en juillet 2023. Plus qu'à attendre l'officialisation de tout ça, nous dit Thibaut Vizirian. Derrière, il y en a un fil qui nous dit « Donc pas de rachat de l'OM, c'est tombé à l'eau ». Non, il lui dit « Bah non, les 2 investissements n'ont rien à voir. Et si tu ne me crois pas, lis Moued, l'Arabie Saoudite a racheté le club Marseille 14 juillet 2023 et aujourd'hui le PIF finalise son investissement dans l'AC Milan. Pas les mêmes syntaxes, pas les mêmes deals. » Et derrière, il répond encore une fois, Marseille, c'est prévu sous forme de consortium, c'est différent et le deal englobe tellement d'intérêts parallèles que ça n'a rien à voir avec une autre vente. Pas dit que Milan ce soit pour l'instant un rachat majoritaire à voir. Voilà les amis, une petite info, une petite rumeur, une petite news. Voilà, on se tient au courant de la vente du club les amis. Est-ce que vous êtes encore croyants à cette vente du club ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Allez, mauvaise nouvelle maintenant malheureusement. L'OM a perdu. L'OM a perdu contre Paris, donc le classique du côté d'e-sport. Donc 2-1. 2-1 pour les Parisiens contre l'OM. Et malheureusement au classement, ça fait quand même mal parce que l'OM reste 5e, certes. Mais avec 8 matchs joués, il pourrait se faire doubler par le LOSC. Si je ne me trompe pas, le LOSC pourrait revenir au même nombre de points. Je crois que c'est 2 points la victoire. Je ne sais pas comment ça fonctionne les points là-dedans. En tout cas, le LOSC, en gagnant son 8e match, même Nantes pourrait remonter. Voilà, Bordeaux sont un peu loin, ils ont déjà 8 matchs joués. Donc avec 8 matchs joués, ils sont 5e. Et attention, comme je vous l'ai dit, il faut être dans les 6 premiers pour jouer les playoffs, pour jouer le titre. Allez les amis, voilà, on va terminer avec la vidéo. Avant cela, n'hésitez pas à venir aussi ici. Vous voyez, SebHFoot a 359 followers sur Twitch. Si vous voulez donner de la force à SebHFoot sur Twitch, venez, on passe de bons moments ensemble. On parle de foot, on parle de tout et de rien. Voilà, on rigole un petit peu plus que sur YouTube. Voilà, c'est plus sympa, c'est plus en détente. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était une vidéo un petit peu mal fonctionnelle, pas assez fonctionnelle pour ma part, pas bien fait. Voilà, malheureusement, j'ai fait beaucoup de choses depuis 2 jours. Je vous ai pas répondu dans les commentaires. C'est parce qu'il y a une raison, j'ai eu une formation, j'ai pas eu le temps de répondre. Ou alors j'ai répondu au compte-gouttes. Et derrière, j'ai dû faire des travaux, faire ci, faire là. Et là d'ailleurs, j'ai fait mon bureau, voilà mon gros bureau, je l'ai installé, tout bordel. C'était franchement le bordel, j'ai mis 4-5 heures à le faire. Voilà, je vous le montrerai. Je vous le montrerai en live sur Twitch, les amis. Ou alors je vous le montrerai dans une vidéo prochainement. Je vous ferai une petite découverte du setup. Pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à l'abonnement, le petit like pour la force de la chaîne. Ça fait plaisir en tout cas qu'on soit de plus en plus nombreux.
L'OM ce soir donc joue son match. Voilà, c'est un match très important pour la suite de la saison. Il faut continuer dans cette confiance. Il faut encore engranger de la confiance pour enchaîner et continuer cette série. Après, nous aurons le match de dimanche contre Nantes. Après, il y aura le match contre Villarreal au retour, bien sûr. Et le match contre Rennes pour terminer avant la trêve hivernale. Et on reviendra contre Paris. Donc là, on va avoir un enchaînement jusqu'à la trêve qui va être assez conséquent. Il faudra avoir du physique. Voilà, comme il avait dit Robert Pires hier. Ça comptabilise, ça compte pour aussi pour la rotation. Et Gasset ne doit pas se tromper dans la rotation. Voilà, il doit faire rentrer les bons joueurs ici et là. Pour l'instant, il ne se trompe pas. Pour l'instant, Gasset, si on doit le noter sur 10, pour tout ce qu'il fait, c'est pratiquement du 9, voire presque du 10 parfois. Voilà, donc on est assez confiant. Moi, je suis confiant pour ce soir. Je ne sais pas si vous êtes confiant, vous. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous répète mon petit prono. 3-1, j'avais dit, c'est ça 3-1. 3-1 ou 4-2. Voilà, j'hésite entre 3-1 et 4-2. Je vais le mettre comme ça dans les commentaires. Je vais mettre mon pronostic 3-1 ou 4-2. Voilà, je suis un petit peu entre deux. Mais 2 buts d'écart, c'est ce que je voudrais. Et si on a 3-1 ou 4-2, bah, je suis content. Voilà, les amis, abonnez-vous, like, partage. Je le dis jamais, ça, tiens. Partage et la cloche. Vivez-vous chez The Match Foot. Et surtout, allez, l'OM pour ce soir. Ciao, ciao, ciao.